Bonjour, l'instant Lovecraft, le 29. Et si vous avez 5 minutes, je voudrais vous lire 5 histoires d'une minute. Évidemment, avec un peu de triche, parce qu'il y en a une qui durera un tout petit peu plus d'une minute. Et puis là, juste avant, je voudrais juste faire une petite introduction, et puis après un petit post-scriptum. Mais je vous promets que, comme ça, on est bref. Je voudrais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Edward John Morton Drax Plunkett. Et là, tout de suite, vous répondez Lord Dunsany. Dunsany, né en 1878 à Dublin, donc 12 ans de plus que Lovecraft. Mais attention, mort seulement en 1957. Moi, j'avais 4 ans. Lovecraft était mort depuis 20 ans, ce qui fait que Dunsany, même si ses grands textes fantastiques datent entre 1905 et 1915, eh ben, ils ne sont pas encore dans le domaine public. Il n'y a rien de publié en France. Et puis, ça va être à nous de construire ça, essayer de trouver les autorisations, lever de bonheur. Quelqu'un qui a fait la guerre des Boers, comme ça, à la fin du 19e siècle, vers 1890. Quelqu'un qui se réengage dans la Première Guerre mondiale, et chaque fois, c'est fusil, les sergents, et il monte en grade avec les baïonnettes, et au premier rang du combat. On va la chercher dans des drôles d'endroits, la naissance de la littérature fantastique, non ? Son premier livre s'appelle Gods of Pagana, c'est en 1905, et rien que pour ça, on est déjà chez Lovecraft. Voilà le premier à avoir inventé comme ça ces cosmogonies de dieux, et ces dieux récurrents comme ça, d'un texte à l'autre. Allez, première histoire, il y en a 51, j'en ai traduit 23, vous pouvez les trouver sur mon site. J'ai choisi un peu au hasard, mais avec mort. La 8, titre L'ouvrier. J'ai vu tomber un ouvrier de son échafaudage depuis le haut d'un très grand hôtel, et pendant qu'il tombait, j'ai vu que de son couteau, il essayait de graver son nom sur l'échafaudage. Il avait le temps de le tenter et d'y réussir, parce qu'il devait avoir presque 300 pieds à tomber. Et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à cette folie d'accomplir chose si futile, puisque non seulement il serait mort irrémédiablement dans 3 secondes, mais que les planches sur lesquelles il essayait de graver ce qu'il pouvait de son nom, tant qu'il en avait le temps, seraient revendues comme bois à brûler, dans à peine quelques semaines. Alors je revins chez moi, où j'avais un travail à finir. Et tout ce soir-là, je me remémorais la folie de cet homme, au point que ses pensées m'interdisaient tout travail sérieux. Et tard ce soir-là, alors que je travaillais encore, le fantôme de l'ouvrier s'en vint flotter à travers mon mur, et se tint devant moi en riant. Je n'entendis aucun bruit jusqu'à ce que je lui parle, mais je pouvais voir la forme grise et tremblante debout devant moi, tout agité de soubresauts de rire. J'osais enfin lui parler, et demandai ce qui le faisait rire. Alors le fantôme parla, et répondit « Je ris de toi, assis là, à travailler. » « Et pourquoi ?» demandai-je. « Rire de quelqu'un qui travaille. Pourquoi ? Ta jolie petite vie s'en ira comme le vent, dit-il, et votre vieille civilisation folle sera balayée par la marée dans un rien de siècle. » Et il se remit à rire de nouveau, mais cette fois bien audiblement, et riant encore, s'évanouit dans le mur et dans l'éternité d'où il avait surgi. Autre histoire, c'est la 11. La mort et l'orange. 2 jeunes hommes à la peau sombre, dans un pays étranger, loin dans le sud, étaient assis avec une fille à la table d'un restaurant, et sur l'assiette de la fille, il y avait une petite orange qui avait un rire diabolique dans le cœur. Et les 2 hommes regardaient la fille tout le temps, et mangeaient peu, mais buvaient lourd. Et la fille leur souriait également à chacun. Alors la petite orange qui avait ce rire dans le cœur roula lentement de l'assiette jusqu'à terre. Et les jeunes hommes à la peau sombre se précipitèrent pour la ramasser ensemble, et se retrouvèrent soudain l'un en face de l'autre, sous la table. Et bientôt ils s'envoyaient des mots tranchants à la figure, et l'horreur et l'impuissance surpassaient chez chacun la raison assise et démunie à l'arrière de leur esprit, et que riait le cœur de l'orange, et que la fille se mettait à sourire. Et la mort, qui était assise à une autre table, tête à tête avec un vieil homme, se leva et s'approcha pour écouter la querelle.
18. Titre: La dernière chose. Sur la rive de la rivière du temps, je découvris un de ces mangeurs impurs, accroupi parmi les orchidées si nombreuses, sous les pommiers de ce joyeux pays fleuri, des granges colossales tout auprès, où les anciens avaient rangé leurs grains, et le soleil brillait d'or sur les sereines collines où l'horizon s'étageait, mais il tournait le dos à toutes ces choses. Et quoi que ce soit que la rivière tentât de lui envoyer, le type sale l'empoignait des bras goulûment, pataugeant sur le bord. Il y avait alors dans ces jours, et bien sûr elles le demeurent, des villes impures le long de la rivière du temps, et d'elles nous provenaient ces choses effrayantes et sans nom, flottant informes jusqu'ici. Et quelle que soit l'odeur qui en émanait, poussée par la rivière devant elle, le mangeur impur plongeait dans l'eau sale et émergeait plus loin en recrachant, et s'il ouvrait la bouche, on voyait alors ces choses sur ses lèvres. Bien sûr, des collines en amont descendaient aussi au fil de l'eau des pétales de rhododendron, parfois une rose, mais il n'était d'aucun usage aux mangeurs impurs, et quand il les voyait, il grommelait. Un poète marchait au bord de la rivière. Il avait la tête levée et avait emporté ses livres. Je crois qu'il voyait la mer et les montagnes du destin depuis lesquelles coule la rivière. Je vis le mangeur impur redressé avec voracité, plongé jusqu'à la taille dans cette rivière au relent pestilentiel. « Regardez, je dis au poète. »« Le courant l'emportera, répondit le poète. »« Mais ces villes qui empoisonnent la rivière, je lui dis. » Il répondit: « Chaque fois que sur les montagnes du destin les siècles s'amollissent, ce qui s'écoule dans la rivière est horrible. » Histoire numéro 22 s'appelle « L'homme aux anneaux d'or à l'oreille ». Peut-être que cela je l'ai rêvé. Ce qui au moins est certain, que je m'écartais l'autre jour de la circulation de la ville, marchais sur les docks, contemplais ces minces pontons s'enfonçant tout droit sur les eaux, tandis que l'énorme rivière grise glissait sur eux, et les débris qui y flottaient tournaient encore et toujours. Quelle image des nations et du temps sans pitié! Et j'admirais ces bateaux qui surgissaient royalement de l'océan. C'est à ce moment-là, si je ne me trompe pas, que je vis, appuyé sur un mur, le visage tourné vers les bateaux, cet homme avec des anneaux d'or aux oreilles. Sa peau avait la teinte sombre des hommes du Sud. Sa moustache drue et noire s'éclaircissait un peu par le sel. Il portait une vareuse bleue sombre comme en portent les marins et les hautes bottes des matelots. Mais le regard dans ses yeux se portait bien plus loin que les bateaux, comme si les choses les plus lointaines lui appartenaient. Je lui demandai quel navire l'avait amené là, tant ils étaient nombreux devant nous. Les voiliers s'accumulaient, leurs voiles toutes ferlées, leurs mâts droits et calmes comme une forêt d'hiver. Les vapeurs s'y mêlaient, et les paquebots poussant des fumées paresseuses dans le crépuscule. Il me répondit qu'aucun d'entre eux ne l'avait fait aborder. Je lui demandai alors pour quelle compagnie il travaillait, tant c'était évident qu'il était un marin. Je mentionnai le nom des principales, mais il ne les connaissait même pas. Alors je lui demandai ce qu'il était et pour qui il travaillait. Il répondit: « Je travaille dans la mer des Sargasses. Je suis le dernier des pirates, le dernier encore en vie. » Alors je lui serrai la main, je ne sais pas combien de fois. Je lui dis: « Nous redoutions tant que vous ayez disparu. » Et il répondit tristement: « Non, non, j'ai trop gravement péché sur les mers d'Espagne. Je ne suis pas autorisé à mourir. » Une dernière, c'est la 34. Elle s'appelle « Après l'incendie ». Elle est courte. Quand se produisit ce qui avait été si long à se produire, et que le monde heurta une noire étoile non répertoriée, d'extraordinaires créatures surgies de quelque autre monde vinrent fouiller parmi les cendres pour examiner s'il y avait là quelque chose qu'il serait au moins bon de se remémorer. Ils parlèrent de ces grandes choses
que ce monde avait été réputé avoir. Ils mentionnèrent le mammouth. Et maintenant, ils voyaient les temples des hommes, silencieux et sans vitres, dressés comme des crânes vides. Il s'est passé de grandes choses ici, dit l'un, dans ces lieux immenses. C'étaient les mammouths, dit un autre. Quelque chose d'encore plus grand, dit un troisième. Et ils découvrirent alors que la plus grande chose au monde avait été les rêves de l'homme. Lord Dunsany, 51 histoires, 1915, j'en ai lu 5, et un petit post-scriptum, si vous me permettez. Dunsany, donc irlandais, comme Dickens et d'autres avant lui, faisait souvent des tournées de lecture aux USA, et c'était aussi un moyen de vivre, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire que dans ce début comme ça du XXe siècle, juste après la guerre, les histoires fantastiques, ces mondes avec de l'étrange, comme ça, prenaient une force et une circulation littéraire qui, pour nous, c'est impossible même de rendre l'échelle. Dunsany était un écrivain célèbre et un écrivain de stature internationale dans le monde anglo-américain. Il vient à Boston. Et qui organise la lecture à Boston? Le club littéraire de l'Association des journalistes amateurs. Et c'est important pour Lovecraft. On est en 1922 et ça fait 2 ans que toutes les semaines, tous les lundis, je crois, il se rend à leur réunion. Et cette année, c'est lui qui en est le secrétaire. Ça veut dire, pour moi c'est aussi important parce qu'il repart de Boston à 23h30 par le dernier train qui le dépose à Providence à 1h du matin, et que ce moment comme ça dans le train, il en reparle souvent dans ses lettres, c'est toujours pour lui un moment comme ça de méditation, de confrontation. C'est à Boston qu'il va croiser Sonia pour la première fois dans ce cadre. Et donc, bon, c'est pas grand-chose, mais ça veut dire que pour annoncer la lecture, il écrit un long article qu'on a toujours sur l'œuvre, la jeune œuvre de Dunsany. Mais Dunsany ensuite continuera toute sa vie d'écrire, mais ce sera plutôt des essais, des récits de voyage, du théâtre, enfin en tout cas beaucoup moins intéressant pour nous que cette espèce d'éclosion fantastique comme ça au début. Et quand Dunsany va venir à Boston, évidemment, qui le reçoit, qui l'accueille? Ce grand type avec cette voix haut perché qui rit facilement avec des grands gestes, qui s'appelle Howard Phillips Lovecraft et qui est un jeune poète du coin et rien d'autre. Mais il enverra quand même une lettre de remerciement à Lovecraft. Alors où on en est? Dunsany, vous avez vu, c'est cette prose poétique, merveilleusement belle. Mais cette prose poétique, on l'emmène comme ça dans l'inconnu, dans l'angoisse, dans les fantômes. Et on ne sait jamais où est exactement la frontière, tant la présence, tant la vie comme ça est immédiatement présente, mais cette allégorie. Et Lovecraft, quand à l'époque donc travaille déjà beaucoup ses poèmes, il a évidemment passé des années dans la culture scientifique, l'astronomie, la chimie, et en même temps, maintenant, dans l'association, ce club littéraire, c'est plutôt écrire de la critique, des textes sur la philosophie, des textes sur les courants littéraires. Mais ce qu'il vénère en littérature, c'est Edgar Allan Poe, c'est Nathaniel Hawthorne. Et par Dunsany, il va y avoir cette insémination, c'est-à-dire la possibilité d'écrire fantastique au présent dans la même tradition venue de Edgar Allan Poe et Hawthorne. Et donc, pendant plusieurs années, jusqu'après, disons, le séjour à New York, Dunsany sera la référence, l'influence principale. Et par contre, pour nous, c'est important aussi de voir comment les grands récits de la fin, comment Montagne de la folie, Chuchotement dans la nuit, tout cette mesure que Lovecraft, dans l'abîme du temps, va entrer comme ça dans du récit dur, nu, cru. Cette instance de prose poétique, il va la tenir à distance. Mais qu'est-ce que serait Lovecraft sans la poésie de cette prose, sans tous ces textes comme The Outsider, comme Dagon, comme tous ces espèces de chants lyriques comme ça qui sont pour lui sa permanence. Alors c'est juste là je voulais finir. Dunsany, influence, oui, mais attention, il y a un petit truc de plus. Lovecraft, en 1922, il a 32 ans.
Est-ce qu'il connaît un écrivain? Ils y correspondent énormément déjà avec tous les copains de son âge, mais qui seront blackoutés toute leur vie dans la presse de l'époque. Mais Dunsany, c'est un écrivain célèbre. Et tout d'un coup, avec ce type, il y a le rencontrer en chair et en os, il y a écrire sur lui et qu'il vous réponde. Alors bien sûr, pour Dunsany, on peut supposer que le jeune poète de 30 ballets qu'il a vu à Boston, tout transi, tout occupé de ses détails, comment ça allait se passer, tout ça, c'est probablement qu'il n'en a pas un grand souvenir. Mais je suis sûr que pour moi, il faut toujours un petit tchplitch comme ça dans une vie d'auteur. Et le petit tchplitch, c'est pas simplement dans l'écriture. C'est qu'en plus de l'écriture, il y a eu la rencontre véritable à Boston en 1922 de Dunsany. Merci les gens, j'ai déjà hâte d'être aux 30. À bientôt.